Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le porche usé de la ferme, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans la lumière dorée. Hélène Montero se tenait devant l'évier de la cuisine, une tasse de café à la main, contemplant le vaste vignoble qui était sa maison depuis plus de 40 ans. À 64 ans, ses cheveux autrefois noirs étaient maintenant parsemés de fils d'argent, mais ses yeux sombres restaient vifs, captant chaque détail de la terre qu'elle et Xavier avaient cultivée ensemble. 3 mois. Cela faisait 3 mois qu'elle l'avait trouvé effondré près de la clôture est, son cher appareil photo toujours suspendu à son cou. 3 mois que les ambulanciers avaient secoué la tête en marmonnant qu'il s'agissait d'une crise cardiaque soudaine. 3 mois de silence dans une maison qui avait autrefois résonné de son rire profond et de ses récits passionnés. Une crise cardiaque à 65 ans, avait-il dit, cela arrive même aux hommes qui semblent en bonne santé. Mais Xavier était plus qu'en apparence en bonne santé. Il était vibrant, assez fort pour tailler les vignes toute la journée sans se fatiguer. Attentif à son alimentation depuis cette légère alerte au cholestérol 5 ans auparavant. Son bilan de santé annuel, à peine 2 mois plus tôt, lui avait donné un certificat de bonne santé. Hélène posa sa tasse vide dans l'évier et se tourna vers la table de la cuisine où le Leica M6 Vintage de Xavier reposait, intact depuis ce jour. La lanière en cuir était usée et lisse à force d'être manipulée, le corps métallique brillant d'un éclat terne dans la lumière du matin. Elle n'avait pas pu se résoudre à le toucher jusqu'à présent. Ridicule, murmura-t-elle pour elle-même dans la maison vide. Ce n'est qu'un appareil photo. Mais ce n'était pas seulement un appareil photo. C'était la dernière passion de Xavier. Il l'avait trouvé lors d'une vente de succession l'été précédent. Un achat impulsif qui avait semblé inhabituel pour son mari si pragmatique. Hélène se souvenait de la façon dont ses yeux s'étaient illuminés lorsqu'il le lui avait montré, expliquant la qualité de fabrication, l'histoire, la façon dont il exigeait de la patience et de la réflexion avant chaque photographie. Les appareils numériques. Ils te rendent paresseux, lui avait-il dit en passant affectueusement ses doigts sur le boîtier métallique. Tu prends 100 photos sans réfléchir. Ça, il avait brandi le Leica. Ça te fait réfléchir à ce qui est assez important pour être conservé. Hélène sourit à ce souvenir. Leur fille, Lucie, s'était inquiétée, chuchotant à Hélène des craintes de démence précoce et de fixation inhabituelle. Leur fils, Mathieu, en avait ri, disant que la retraite rendait son père excentrique. Mais Hélène avait adoré cette nouvelle facette de son mari. La façon dont il se levait avant l'aube pour capturer la lumière du matin filtrant à travers les vignes, comment il passait ses soirées à étudier des livres de photographie, apprenant l'ouverture et l'exposition. L'appareil photo avait rarement quitté son cou durant ces derniers mois. Chaque soir, il s'asseyait à cette même table de cuisine, prenant des notes dans un petit carnet relié en cuir sur les photographies qu'il avait prises ce jour-là. Elle trouvait cela magnifique, son mari depuis 43 ans, découvrant une nouvelle façon de voir le monde qu'ils avaient construit ensemble. Maintenant, elle se demandait s'il y avait eu plus que cela. Le lendemain des funérailles, elle avait trouvé son carnet rangé dans le tiroir de sa table de chevet. Elle s'était attendue à y trouver des notes techniques sur la photographie. Au lieu de cela, elle avait trouvé des entrées cryptiques qui avaient peu de sens. SUV noir de retour aujourd'hui, même heure, limite est. Pris 3 pauses derrière le bosquet de chênes. Trace près du ruisseau. Fraîche. Mesurée et photographiée pour comparaison. Cadenas de la remise. Forcé à nouveau. Ils deviennent plus audacieux. Hélène avait refermé le carnet, se disant que c'était juste Xavier qui était méticuleux, jouant peut-être au détective pour s'amuser à la retraite. Mais la dernière entrée, datée de la veille de sa mort, l'avait glacée. Réunion confirmée pour demain matin. Nous documenterons depuis la clôture est. Si ce que je soupçonnais est vrai,
H doit tout savoir. Hélène passa son doigt sur la lanière en cuir de l'appareil photo. Le compteur sur le dessus indiquait 36 poses. Une pellicule entière terminée. Quoi que Xavier ait vu ce dernier matin était capturé ici, attendant d'être révélé. Elle avait évité la boutique de photographie de Michel Fournier en ville pendant 3 mois, trouvant des excuses chaque fois qu'elle passait devant la petite vitrine. Une partie d'elle voulait préserver le mystère, garder ce que Xavier avait vu suspendu dans le temps, non développé et inconnu, car une fois ces images traitées, elle devrait faire face à la vérité qu'elle contenait, quelle qu'elle soit. Mais ce matin s'était levé avec une clarté inhabituelle, le silence de la maison pesant sur elle comme une accusation. Hélène était fatiguée d'avoir peur des photographies, fatiguée de l'inaction et du poids du non-dit. Avec une résolution soudaine, elle prit l'appareil photo, sentant son poids solide dans ses mains. La lanière de cuir semblait encore conserver une chaleur résiduelle, une mémoire de son contact. Ou peut-être n'était-ce que son imagination qui lui jouait des tours. Elle le glissa dans son sac et attrapa ses clés de voiture sur le crochet près de la porte. Il était temps de découvrir ce que Xavier avait jugé si important de documenter le dernier matin de sa vie. La boutique de photographie de Michel Fournier occupait une étroite devanture entre une quincaillerie et un petit café sur la rue principale de Saint-Émilion. La cloche au-dessus de la porte carillonna alors qu'Hélène entrait, l'odeur familière de révélateurs chimiques et de vieux papiers l'enveloppant. La boutique semblait figée dans le temps, des vitrines en verre remplies de matériel photographique, des paysages encadrés sur les murs. Le comptoir, usé par des décennies de clients s'y appuyant, portait les marques du temps. Michel leva les yeux de derrière le comptoir, son visage mince s'illuminant d'un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Il avait photographié leur mariage, les premiers pas de Lucie, la remise de diplôme de Mathieu. Pendant 40 ans, il avait documenté les étapes importantes de la famille Montero avec son œil attentif et ses mains sûres. Hélène, sa voix contenait de la surprise et de l'inquiétude. « Je me demandais quand tu viendrais. » Elle posa l'appareil photo sur le comptoir entre eux. « Je suis prête maintenant. » Michel le prit avec la même révérence que Xavier lui avait toujours montrée, le retournant dans ses mains. « Je me souviens quand il a acheté ça, il était tellement excité, comme un enfant avec son premier vélo. » Sa voix devint douce. Il venait 2 fois par semaine pour acheter de la pellicule, pour parler d'ouverture et de vitesse d'obturation. Il disait que la photographie lui apprenait à prêter attention à ce qu'il avait manqué. Hélène hocha la tête, ravalant la boule qu'elle avait dans la gorge. « Peux-tu développer la pellicule ? J'aimerais voir ce qu'il regardait ces derniers jours. » Les mains de Michel s'immobilisèrent sur l'appareil photo. Ses yeux se tournèrent vers le jeune assistant qui arrangeait des albums de photos dans un coin, puis revinrent vers Hélène. « Bien sûr, donne-moi 1 heure. »« Non, plutôt 2. J'ai un autre traitement à finir d'abord. » Quelque chose dans son ton fit qu'Hélène le regarda plus attentivement. L'expression de Michel était gardée, sa posture tendue. « Est-ce que tout va bien ? » ?»« Très bien, très bien. » Il agita une main pour la rassurer, mais ses yeux racontaient une autre histoire. « Reviens à midi. Nous déjeunerons au café de Marie. Nous parlerons du bon vieux temps. » Hélène passa les 2 heures suivantes à se promener dans le petit parc de la ville, regardant les enfants jouer sur les balançoires, pendant que leurs parents consultaient leur téléphone sur des bancs voisins. La chaleur de juin était oppressive, humide, d'une manière qui rendait l'air solide. Elle pensa à Xavier arpentant leur propriété, dans la fraîcheur du petit matin, cet appareil photo contre sa poitrine comme un talisman. Qu'est-ce qu'il avait documenté si soigneusement? Qu'avait-il vu qui nécessitait une telle dévotion à la capture? Quand elle retourna à la boutique juste après midi, Michel l'attendait au comptoir. Son expression l'arrêta à 3 pas de la porte. « Hélène ?» Sa voix était différente.
prudente. Entre. Verrouille la porte derrière toi. Verrouillez la porte. Elle jeta un coup d'œil à la rue derrière elle. S'il te plaît. Elle connaissait cet homme depuis 4 décennies. Elle n'avait jamais entendu ce ton dans sa voix, tendu comme un fil de fer traversé par quelque chose qui ressemblait à de la peur. Hélène tourna le peigne dormant. Michel lui fit signe de passer à l'arrière de la boutique, au-delà des présentoirs de matériel photo et des paysages locaux encadrés dans sa petite chambre de développement. L'espace sentait fortement les produits chimiques. Une corde à linge était tendue sur un mur, retenant 36 photographies en noir et blanc, attachées avec des pinces à linge en bois. « Je les ai développées moi-même, » dit Michel à voix basse. « Je n'ai pas laissé mon assistant les voir. » Hélène s'approcha de la ligne de photographie. « Pourquoi tout ce secret, Michel ?» Il soupira lourdement. « Hélène, Xavier documentait quelque chose d'inquiétant. » La première photographie semblait assez innocente. Le vignoble à l'aube, des rangées de vignes créant des motifs géométriques à travers la colline. Le vieux chêne près de l'allée, ses branches déployées comme des bras tendus. Le mur de pierre qui marquait la limite nord de leur propriété, chaque pierre placée par les propres mains de Xavier il y a 30 ans. Mais en avançant le long de la ligne, les photographies changeaient. Elles devenaient ciblées, intentionnelles, visant des détails spécifiques. Le cadenas rouillé sur la vieille remise au fond de leur propriété, celle qu'Hélène n'avait pas ouverte depuis des années parce qu'ils avaient perdu la clé. Des gros plans de traces de pneus fraîches dans la boue près du ruisseau qui traversait leur bois à l'est. Une photographie prise de derrière un arbre, montrant un SUV noir garé au bord de leur propriété. Sa plaque d'immatriculation délibérément capturée avec une grande netteté. Les mains d'Hélène se mirent à trembler. « Il y a plus, » dit Michel. Il se déplaça vers la fin de la ligne, vers la dernière photographie. C'est la dernière photo qu'il a prise. L'horodatage interne de l'appareil la situe à 6h47 du matin, le 15 mars. Le 15 mars, le matin de la mort de Xavier. La photographie montrait la clôture est, la même étendue où ils avaient trouvé son corps. Mais Xavier n'avait pas photographié la clôture. Il avait tourné l'appareil vers les bois au-delà de leur propriété, utilisant un téléobjectif qu'Hélène avait oublié qu'il possédait dans son sac photo. L'image montrait 2 hommes debout dans une petite clairière, juste au-delà de leurs limites. Ils étaient en conversation profonde, proches l'un de l'autre, tendus. L'un était jeune, fin de la vingtaine peut-être, portant une veste sombre malgré la chaleur printanière. L'autre était plus âgé, distingué, ses cheveux argentés attrapant la lumière du matin. Hélène reconnut immédiatement l'homme plus âgé. « C'est Rodrigue Dominguez » murmura-t-elle. Michel hocha la tête, sombrement, président de la Banque de Gascogne et beau-père de Lucie. Les mots restèrent suspendus dans l'air saturé de produits chimiques. Rodrigue Dominguez était une figure incontournable de leur vie depuis 6 ans, depuis que Lucie avait épousé son fils, Antoine. Il était de la vieille fortune dans une région de plus en plus définie par la nouvelle richesse technologique. Descendant d'une des grandes familles de la région qui possédait la moitié de la vallée, avant même que la Révolution ne change la face du pays. Il siégeait à tous les conseils d'administration, présidait tous les comités, souriait sur toutes les photos du journal local concernant les galas de charité et les ouvertures de domaines viticoles. Ils n'avaient rien à faire dans les bois à l'aube près de leur propriété. « Qui est l'autre homme ?» demanda Hélène, se penchant plus près de la photographie. « Je ne sais pas, » dit Michel. « Mais j'ai fait vérifier la plaque d'immatriculation du SUV par un ami à la préfecture. » Il décrocha la photographie et la lui tendit. « Hélène, elle est enregistrée au nom d'une société appelée les Promoteurs de la Vallée du Soleil SARL. Créée il y a 6 mois.
Il sortit son téléphone, lui montra une capture d'écran d'un dépôt au registre du commerce. « Tu veux deviner qui est le gérant enregistré ?» Hélène n'eut pas besoin de deviner. Listés comme co-gérants étaient Rodrigue Dominguez et son partenaire commercial, Gabriel Martinez. La petite pièce sembla basculer. Hélène s'agrippa au bord de la table de développement de Michel, la photographie se froissant légèrement dans son autre main. Qu'est-ce que cela signifie ? Je ne sais pas, dit Michel. Mais Hélène, Xavier enquêtait clairement sur quelque chose. Regarde ça. Il désigna la série de photographies. C'est de la surveillance. Il documentait l'activité sur et autour de votre propriété. Les traces de pneus, les véhicules, ces hommes se rencontrant secrètement à l'aube. Et puis il est mort. La voix d'Hélène lui sembla étrange, distante et froide. Je ne dis rien de définitif. Les yeux de Michel étaient troublés. Mais Xavier était un homme en bonne santé. Je l'avais vu la semaine précédente, et il a grimpé pour remplacer une ampoule à mon plafond sans être essoufflé. Une crise cardiaque soudaine à 65 ans. Pas d'antécédent de maladie cardiaque. Il secoua la tête. L'ambulancier a dit que ça arrive. Ça arrive. Michel prit la photographie de sa main, la glissa dans une enveloppe en papier craft avec plusieurs autres. Hélène, je vais te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Ne montre ces photographies à personne d'autre. Pas à Lucie, pas à Mathieu, pas à Antoine. Personne. Pourquoi ? Il pressa l'enveloppe dans ses mains. Parce que si Xavier documentait quelque chose qui valait la peine d'être caché, et si les mauvaises personnes savent que ces photographies existent, tu pourrais être en danger. Il hésita, choisissant ses mots avec un soin visible. Et parce que je développe des photographies dans cette ville depuis 40 ans. Et je sais à quoi ressemble l'argent quand il essaie de rester invisible. Hélène sentit un froid l'envahir malgré la chaleur de la pièce. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Quoi que Xavier ait découvert, c'est lié à Rodrigue Dominguez, ce qui signifie que c'est lié à beaucoup d'argent et à beaucoup d'influence dans cette région. La voix de Michel était sinistre. « Et je pense que tu dois être très très prudente à qui tu fais confiance. » Hélène rentra chez elle, avec l'enveloppe de photographie sur le siège passager, son esprit tourbillonnant. Les routes familières semblaient étranges maintenant, pleines d'ombre. Elle ne cessait de vérifier le rétroviseur, cherchant des SUV noirs, voyant des menaces dans chaque véhicule qui s'approchait trop près. Quand elle s'engagea dans la longue allée bordée de cyprès que Xavier avait plantés comme de jeunes arbres 30 ans auparavant, elle ressentit à la fois du soulagement et de l'appréhension. La grande ferme blanche, avec son porche enveloppant, avait toujours représenté la sécurité. Maintenant, elle se sentait exposée, vulnérable. À l'intérieur, elle étala les photographies sur la table de la cuisine, les arrangeant chronologiquement en fonction des horodatage. L'histoire qu'elle racontait était méthodique, patiente. Xavier documentant une activité suspecte pendant des semaines, peut-être des mois. Les premières photos montraient une activité de véhicule à des heures inhabituelles. Des traces de pneus photographiées à l'aube, encore fraîches. Puis vint le SUV, capturé sous plusieurs angles différents jours. Toujours garé au même endroit, près des bois à l'est. Les photos de la remise montraient quelque chose qu'elle avait manqué auparavant. Des rayures fraîches autour du vieux cadenas, le métal apparaissant à travers la rouille. Quelqu'un l'avait ouvert malgré leur prétendue absence de clé. Hélène étudia à nouveau la dernière photographie, celle montrant Rodrigue et le jeune homme inconnu en conversation intense. De quoi discutaient-ils qui nécessitait un tel secret ? Pourquoi se rencontrer à l'aube dans les bois plutôt que dans le luxueux bureau de Rodrigue à la Banque de Gascogne ? Elle examinait encore les photographies
quand elle entendit le crissement des pneus sur le gravier. Une Mercedes argentée entra dans l'allée, la voiture de Lucie. Derrière elle, une Audi noire, celle d'Antoine. Hélène rassembla rapidement les photographies et les glissa de nouveau dans l'enveloppe, la cachant sous une pile de livres de cuisine sur le comptoir. Par la fenêtre de la cuisine, elle regarda sa fille et son gendre sortir de leurs véhicules respectifs. Lucie, grande et élégante à 41 ans, ses cheveux noirs tirés en une queue de cheval lisse, des lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête. Antoine, 35 ans, beau de cette manière polie qui vient de générations de richesse et de privilèges, ses mouvements confiants, assurés. Ils étaient mariés depuis 6 ans, une différence d'âge qui avait initialement inquiété Hélène et Xavier, mais que Rodrigue Dominguez avait aplani en assurant que son fils savait ce qu'il voulait. Le mariage avait transformé leur fille pratique et terre-à-terre en quelqu'un qui portait des marques de créateur et parlait avec les tons secs des déjeuners de country club. Hélène les accueillit à la porte, acceptant le baiser aérien de Lucie sur sa joue. « Mère, tu as l'air bien », dit Lucie en entrant dans le vestibule. « T'es-tu assez reposée ?»« Je vais bien », répondit Hélène, remarquant comment les yeux de sa fille balayaient l'entrée, notant le miroir poussiéreux, la pile de courriers sur la table d'appoint. « C'est une surprise. Je ne savais pas que vous veniez. Nous avons essayé de t'appeler toute la matinée, » dit Antoine en suivant sa femme dans la maison. Il était impeccablement habillé de ce qu'Hélène en était venue à considérer comme une richesse décontractée. Un jean de créateur, une chemise impeccable, des mocassins coûteux. Il lui baisa la joue. Ton téléphone tombait directement sur la messagerie. Hélène réalisa qu'elle avait laissé son téléphone dans la voiture lors de sa visite chez Michel. J'étais en ville pour des courses. Toute seule? Le ton de Lucie contenait une préoccupation qui frisait le paternalisme. Mère, tu sais, nous sommes heureux de t'aider pour tout ce dont tu as besoin. Je gère mes propres courses depuis 64 ans, dit Hélène sèchement. Un café? Ils la suivirent jusqu'à la cuisine, les yeux d'Antoine s'attardant un instant sur la pile de livres de cuisine où elle avait caché l'enveloppe. Hélène s'affaira avec la cafetière, hyper consciente de la présence de son gendre derrière elle. En fait, dit Lucie en s'asseyant à la table de la cuisine, nous avons quelque chose d'important à discuter avec toi. De bonnes nouvelles, en fait. Oh? Hélène garda un ton neutre, bien que son pouce s'accélérât. Le père d'Antoine nous a fait une offre incroyable. Lucie continua, sa voix pétillante d'un enthousiasme qui semblait légèrement forcé. À propos de la ferme. Hélène se retourna, oubliant le café. Quoi à propos de la ferme? Antoine sourit, l'expression n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Il veut l'acheter, Hélène, et tu ne croiras pas le prix qu'il offre. L'acheter? Répéta Hélène. Pourquoi Rodrigue voudrait-il ma ferme? Il cherche à diversifier ses investissements. Antoine expliqua doucement. L'immobilier dans cette vallée est en plein essor, surtout avec l'expansion de l'œnotourisme, et il sait que cette propriété a été difficile à entretenir pour toi toute seule. 2 millions d'euros, mère, intervint Lucie. Vente au comptant, conclusion rapide. Tu pourrais acheter un charmant appartement en ville. Être proche des commerces et des soins médicaux. Avoir un pécule pour ta retraite. C'est ça, ma retraite. Hélène fit un geste vers la fenêtre de la cuisine qui encadrait le vignoble au-delà. C'est ma maison. C'est une trop grande maison pour une seule personne, dit Antoine, son ton doux mais insistant. Et franchement, Hélène, les impôts fonciers seuls doivent grignoter tes économies. L'assurance vie de Xavier n'a pas pu être substantielle et la sécurité sociale ne couvrira pas tout. Hélène se raidit. Comment savait-il pour l'assurance vie de Xavier? La question traversa son esprit, mais elle garda une expression neutre.
Mes finances sont ma propre affaire. Bien sûr qu'elles le sont. Lucie tendit la main et tapota la main de sa mère, un geste infantilisant. Mais nous nous soucions de toi. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Et honnêtement, 2 millions, c'est plus que généreux. La valeur estimée de la propriété est à peine la moitié de cela. Alors pourquoi Rodrigue paierait-il le double? La question resta en suspens. Lucie et Antoine échangèrent un regard, une communication silencieuse qui ne dura qu'une seconde, mais qui en disait long. Parce que la famille prend soin de la famille, dit Antoine doucement. Mon père te considère comme de la famille, Hélène. Il sait que cet endroit a une valeur sentimentale, et il veut honorer cela en faisant une offre qui reflète vraiment ce que cela signifie pour toi. Quelle délicatesse! Hélène se leva, les forçant à lever les yeux vers elle. J'aurais besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, Antoine se leva aussi, et soudain, Hélène se souvint de sa taille, de la façon dont il la dominait. Mais je dois mentionner que l'offre est limitée dans le temps. Mon père envisage d'autres opportunités d'investissement, et il aurait besoin d'une réponse d'ici la fin de la semaine. 4 jours. Il lui donnait 4 jours pour décider de vendre la maison de ses 40 ans. Pourquoi cette précipitation? Il n'y a pas de précipitation. Exactement. Le sourire de Lucie était tendu maintenant. C'est juste que les affaires du père d'Antoine bougent vite. Tu comprends? Hélène ne comprenait pas. Ou plutôt, elle comprenait parfaitement. Il voulait qu'elle parte avant qu'elle ne découvre ce que Xavier avait documenté. Avant qu'elle ne pose trop de questions sur la raison pour laquelle Rodrigue Dominguez avait si désespérément besoin de sa propriété qu'il paierait le double de sa valeur. « Je vous appellerai avec ma décision », dit-elle en se dirigeant vers la porte pour les congédier clairement. Lucie l'embrassa sur la joue en sortant, son parfum écœurant. « Réfléchis bien, mère. C'est vraiment une opportunité merveilleuse. Ne laisse pas l'entêtement te faire manquer quelque chose qui pourrait changer ta vie. » Antoine s'arrêta sur le seuil, se retournant. « Hélène, j'espère que tu sais que nous ne pensons qu'à ton bien-être. Xavier voudrait que tu sois en sécurité et à l'aise. » Sa voix s'adoucit. « Je suis sûre que s'il était là, il t'encouragerait à accepter l'offre. » La présomption de la chose, prétendre savoir ce que son mari de 43 ans aurait voulu, faillit briser le sang-froid d'Hélène. Mais elle se contenta de sourire et de fermer la porte. Par la fenêtre, elle les regarda se diriger vers leur voiture. Ils ne partirent pas immédiatement. Au lieu de cela, ils s'assirent dans la Mercedes de Lucie pendant plusieurs minutes, se disputant clairement à propos de quelque chose. Les mains de Lucie gesticulaient avec emphase, tandis qu'Antoine restait immobile, son visage tourné vers la maison. Finalement, ils s'éloignèrent, le gravier crissant sous les pneus coûteux. Hélène verrouilla chaque porte et fenêtre de la maison avant de s'autoriser à ouvrir à nouveau l'enveloppe de photographies. Elle les étala sur la table de la cuisine, étudiant chacune avec une nouvelle clarté. Xavier n'avait pas documenté des intrus au hasard. Il avait suivi le père d'Antoine. Et maintenant, moins de 3 mois après la mort de Xavier, Rodrigue faisait une offre agressive pour leur ferme. Hélène prit la photo de la remise avec son cadenas rayé. Quoi qu'il se passe, cela se centrait sur ce bâtiment abandonné au fond de leur propriété. Elle devait le voir par elle-même. Hélène enfila une veste légère et attrapa une lampe de poche, bien qu'il ne soit que 16 heures. La remise se trouvait au fond de leur propriété, une petite structure que le père de Xavier avait construite pour ranger les outils. Il l'avait remplacée par un plus grand hangar à matériel plus près de la maison des années auparavant, et la vieille remise avait été progressivement reprise par la nature, le lierre grimpant sur ses murs, le toit usé par des décennies de soleil et de pluie. La marche pour y arriver prit 15 minutes en suivant un chemin qui avait été autrefois usé par un usage quotidien,
mais qui était maintenant envahie par les mauvaises herbes. Hélène aurait dû prêter plus d'attention, aurait dû parcourir la propriété régulièrement. Mais après la mort de Xavier, elle était restée près de la maison, effrayée par les souvenirs qui rôdaient dans les endroits familiers. En approchant de la remise, elle la vit exactement comme elle apparaissait sur les photographies de Xavier. Bois vieilli, cadenas rouillé, lierre grimpant sur les murs. En regardant de plus près, elle vit ce que son appareil photo avait capturé. Les rayures autour du cadenas étaient nouvelles, récentes. La terre autour de la porte montrait des signes de passage malgré le fait qu'elle n'y soit pas venue depuis des années. Hélène tira sur le cadenas, le testant. À sa surprise, il s'ouvrit dans sa main. Il n'avait pas été verrouillé du tout. Quelqu'un l'avait simplement fermé pour le faire paraître verrouillé, mais le mécanisme n'était pas engagé. Le cœur battant, Hélène ouvrit la porte. L'intérieur était sombre malgré le soleil de l'après-midi. La seule petite fenêtre trop sale et couverte de lierre pour laisser entrer beaucoup de lumière. Elle alluma sa lampe de poche. La remise était vide, presque vide. Là où il aurait dû y avoir des toiles d'araignée, de la poussière et les débris accumulés de l'abandon, il y avait un sol en béton balayé et des murs relativement propres. Quelqu'un avait utilisé cet espace régulièrement, mais pourquoi faire? Hélène balaya sa lampe de poche autour du petit intérieur. Quelques étagères vides tapissaient un mur. Un vieil établi se tenait contre un autre, rien d'inhabituel. Rien pour expliquer les visites régulières que Xavier avait documentées. Elle était sur le point de partir quand sa lampe de poche attrapa quelque chose dans le coin, un éclat de métal. Hélène traversa le petit espace et s'agenouilla. Niché derrière une planche lâche, se trouvait un petit sac en plastique soigneusement scellé. À l'intérieur se trouvait un jeu de clés sur un simple anneau et un morceau de papier plié. Les mains d'Hélène tremblaient alors qu'elle ouvrait le sac et dépliait le papier. L'écriture de Xavier, l'écriture familière qui lui avait écrit des mots d'amour pendant 43 ans, écrivait maintenant tout autre chose. « Hélène, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je ne suis pas paranoïaque. Ils m'ont vu les observer. Le jeune, l'associé de Martinez, je dois le confirmer, m'a confronté la semaine dernière. M'a demandé ce que je faisais près de la limite de la propriété. A prétendu que son patron possédait le terrain adjacent et que je violais une propriété privée. Mais j'ai vérifié les registres fonciers. Dominguez l'a acheté il y a 3 mois via cette SARL. Pourquoi le cacher? Pourquoi mentir sur la propriété? Les clés sont pour le coffre-fort 447 à la Caisse d'épargne d'Aquitaine à Bordeaux. J'y ai tout documenté. La banque est à 1 heure de route. Je ne voulais pas utiliser la banque de Gascogne. Dominguez en est le propriétaire. Fais confiance à Michel. Ne fais pas confiance. La note s'arrêtait là. Coupée en pleine phrase. Ne pas faire confiance à qui? Lucie, Mathieu, Antoine, tous. Hélène empocha les clés et la note. Son esprit s'emballa. Xavier savait qu'il était en danger. Il avait été confronté, menacé peut-être, et il s'était préparé à la possibilité que quelque chose puisse lui arriver. Un coffre-fort à Bordeaux signifiait des preuves, de la documentation, quelque chose d'assez concret pour qu'il le cache à 1 heure de route. Le son d'un moteur de véhicule la fit se figer. Hélène éteignit sa lampe de poche et se dirigea vers la fenêtre sale de la remise. À travers le lierre et la saleté, elle put voir un SUV noir rouler lentement le long de la limite de sa propriété, suivant la lisière des bois. Le même SUV que sur les photographies de Xavier. Il surveillait la propriété. La surveillait elle. Hélène attendit que le véhicule passe, puis sortit de la remise et retourna à la maison, utilisant la lisière des arbres pour se couvrir, se déplaçant d'ombre en ombre, comme une sorte d'espionnager. L'absurdité de la situation l'aurait fait rire dans d'autres circonstances. Mais son mari était mort en enquêtant sur ces gens.
et on venait de lui offrir 2 millions d'euros pour disparaître. Rien de tout cela n'était drôle. De retour à la maison, Hélène appela son fils. Mathieu répondit à la 3e sonnerie, sa voix distraite. « Maman, je suis en plein milieu de quelque chose. Je peux te rappeler ? Quand es-tu allée sur la propriété pour la dernière fois ?» demanda-t-elle, ignorant sa question. « Quoi ? Sur la propriété ? Je ne sais pas. Peut-être à Pâques ? Pourquoi ? Pâques, c'était il y a 2 mois. Un étrange dîner de famille où Lucie avait exhibé son nouveau bracelet en diamant. Et Antoine avait parlé du sens des affaires de son père. Mathieu et sa femme Sophie étaient partis tôt, prétextant le match de baseball de leur fils adolescent. « As-tu remarqué une activité inhabituelle ici ? Des véhicules, des gens. Maman, tu m'inquiètes. Tout va bien ? Lucie et Antoine étaient là tout à l'heure. Ils veulent que je vende la ferme. » Silence. Puis, à qui ? Au père d'Antoine. Il offre 2 millions d'euros. Une autre pause. 2 millions pour 40 hectares, maman. C'est insensé. Hélène termina pour lui. La propriété vaut la moitié de ça, exactement. La voix de Mathieu avait changé, s'était aiguisée d'un intérêt soudain. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Que j'allais y réfléchir, mais que je ne vends pas. Un soulagement l'inonda quand Mathieu dit « Bien sûr que non. L'héritage de papa est dans cette terre, l'héritage de son père. Mais ils me mettent la pression. Rodrigue veut une réponse d'ici la fin de la semaine. C'est ridicule. C'est une décision majeure. Tu as besoin de temps pour considérer toutes les options. Faire évaluer la propriété correctement. » « Ils ne veulent pas que j'aie le temps, » dit Hélène. « Ils veulent que je prenne une décision rapide et émotionnelle. Pourquoi cette précipitation ? » Mathieu semblait sincèrement perplexe. La terre en Gironde ne va pas disparaître. Je ne sais pas. Hélène mentit, ne voulant pas partager ses soupçons avant de savoir à qui elle pouvait faire confiance. Mais j'ai besoin que tu me soutiennes là-dessus. Lucie semblait très investie dans ma vente. Bien sûr que je te soutiens. Tu veux que je vienne ? Sophie et moi pourrions venir ce soir. Non, pas ce soir. Hélène ne voulait personne dans la maison avant d'avoir eu le temps de digérer tout ce qu'elle avait découvert. Mais peut-être ce week-end, nous pourrons discuter de tout ça. D'accord, je passerai samedi matin, mais maman, ne les laisse pas te pousser à quoi que ce soit et appelle-moi s'ils se représentent. D'accord. Hélène promit qu'elle le ferait et ils raccrochèrent. Elle se sentit légèrement mieux après avoir parlé à Mathieu. Au moins un de ses enfants ne la poussait pas à vendre la ferme. Mais elle se souvint de l'avertissement inachevé de Xavier. « Ne fais pas confiance », allait-il écrire Mathieu ? Leur fils avait des difficultés financières depuis quelques années. Son entreprise de construction peinait à joindre les 2 bouts dans un marché concurrentiel. 2 millions d'euros résoudraient beaucoup de problèmes si Hélène mourait et qu'il héritait. Était-elle paranoïaque de suspecter même ses propres enfants ? Ou voyait-elle enfin clair ? La réponse était simple. Lorsque les photographies de son mari révélaient que sa famille lui avait menti, la suspicion n'était que de l'autopréservation. Hélène chargeait sa vaisselle dans le lave-vaisselle quand elle entendit le son distinct de pas sur son porche. Des pas lents, délibérés. Quelqu'un faisait le tour de sa maison, testant les fenêtres, vérifiant peut-être les portes. Elle attrapa son téléphone, le doigt planant au-dessus du 17. Mais que leur dirait-elle ? Que quelqu'un marchait sur son porche ? Qu'elle était paranoïaque à cause de quelques photographies ? Qu'elle soupçonnait que le père de son gendre pourrait avoir quelque chose à voir avec la mort de son mari ? Les pas s'arrêtèrent à la porte d'entrée. Hélène retint son souffle, regardant la poignée de porte. Elle tourna lentement, testant la serrure. Puis, un morceau de papier glissa sous la porte, blanc sur le parquet sombre. Les pas se retirèrent. Un moteur de voiture démarra au loin
et s'éloigna. Hélène resta figée pendant une minute entière avant de traverser la pièce et de ramasser le papier. Des lettres capitales écrites au marqueur noir. Arrêtez de poser des questions. Acceptez l'offre. Partez tant que vous le pouvez encore. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Chaque son dans la vieille maison semblait amplifié. Le craquement des planchers, le murmure du vent dans les combles, le cri lointain d'une chouette. Hélène s'assit à la table de la cuisine avec les photographies de Xavier étalées devant elle et la note menaçante maintenue par sa tasse de café, essayant de reconstituer ce que son mari avait découvert qui valait la peine de tuer. Parce que c'était ça, n'est-ce pas? Un meurtre déguisé en cause naturelle. Et maintenant, il s'en prenait à elle. À l'aube, elle prit sa décision. Elle irait à Bordeaux, ouvrirait ce coffre-fort et découvrirait exactement ce que Xavier avait documenté. Mais d'abord, elle avait besoin d'une assurance. Si quelque chose lui arrivait, quelqu'un devait connaître la vérité. Hélène passa 1 heure à tout écrire. Chaque détail sur les photographies, la remise, les clés, la note menaçante. Elle fit des copies de la note de Xavier et scella le tout dans une enveloppe adressée à Michel Fournier. Puis, elle se rendit en ville avant le début du trafic matinal, déposa l'enveloppe dans la boîte aux lettres de Michel avec des instructions de ne l'ouvrir que si quelque chose lui arrivait, et prit l'autoroute. Bordeaux était à 1 heure à l'est, et Hélène passa le trajet à vérifier compulsivement son rétroviseur. Aucun SUV noir ne la suivait, mais cela ne signifiait pas qu'elle n'était pas surveillée. Ces gens avaient de l'argent et de l'influence. Rodrigue Dominguez avait probablement des relations qu'elle ne pouvait même pas imaginer. La Caisse d'épargne d'Aquitaine était un bâtiment modeste dans une rue calme, le genre d'institution locale qui se targuait d'un service personnalisé et de discrétion. Hélène attendit leur ouverture à 9 heures, puis présenta les clés de Xavier à une jeune femme au guichet. « Je dois accéder au coffre-fort de mon défunt mari, » dit-elle, gardant sa voix stable. « Coffre 447. » La femme vérifia son ordinateur, son expression professionnellement neutre. « J'aurais besoin de voir une pièce d'identité et l'acte de décès. » Dieu merci, Hélène avait pensé à l'apporter. Elle portait l'acte de décès de Xavier dans son sac à main depuis les funérailles, incapable de le ranger, comme si le garder près d'elle le gardait en quelque sorte près d'elle. Maintenant, il servait un but plus pratique. La femme examina tout, fit des copies et conduisit finalement Hélène dans une petite pièce privée. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Madame Montero. Appuyez sur le bouton quand vous aurez terminé. » Le coffre était plus grand que ce à quoi Hélène s'attendait, en métal et étonnamment lourd. Ses mains tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur se trouvaient 3 dossiers méticuleusement organisés et un petit enregistreur vocal. Le premier dossier contenait des registres de propriété. Xavier avait fait des recherches sur le terrain adjacent à leur limite est, les bois où il avait photographié Rodrigue et le jeune homme inconnu. La propriété appartenait à la famille Sanchez depuis des générations, des agriculteurs qui avaient vendu des parcelles au fil des ans à mesure que l'économie les forçait à abandonner l'agriculture. Il y a 3 mois, les promoteurs de la vallée du Soleil SARL avaient acheté les 25 derniers hectares pour 800 000 €. Mais ce n'était pas la partie la plus intéressante. Attaché à l'acte d'achat se trouvait un rapport d'études hydrologiques daté de 2 mois avant la vente. Le rapport, commandé par la Vallée du Soleil, avant même qu'il ne possède le terrain, détaillait d'importantes sources d'eau souterraines sous la propriété. De l'eau, c'était donc ça. La France traversait des sécheresses de plus en plus sévères depuis des années, avec les intérêts agricoles, les municipalités et les promoteurs se battant pour des ressources de plus en plus rares. En Gironde, les droits d'eau devenaient aussi précieux que la terre elle-même, peut-être plus.
Une source d'eau privée fiable vaudrait des millions, surtout pour un promoteur prévoyant un projet majeur. Le deuxième dossier contenait des photographies, non pas les images artistiques en noir et blanc de Xavier, mais des copies imprimées de documents. Permis, demandes, études. Les promoteurs de la Vallée du Soleil n'avaient pas chômé. Ils avaient demandé des droits d'eau, des permis de forage, des dérogations pour l'impact environnemental et même commencé des négociations préliminaires avec des entreprises agricoles. Tout cela discrètement, par le biais de sociétés écrans et d'intermédiaires. Rien qui n'apparaîtrait dans les registres publics locaux où les gens pourraient remarquer. Et tout cela nécessitait un accès à travers la propriété des Montero pour atteindre les sources d'eau. Le troisième dossier glaça le sang d'Hélène. Il contenait une police d'assurance vie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La signature de Xavier en bas, datée de 8 mois. 2 millions d'euros avec Lucie comme bénéficiaire principale et Mathieu comme secondaire. Mais ce n'était pas une police standard. C'était une police d'assurance homme-clé, le genre que les entreprises souscrivent pour leur personnel essentiel. Et elle avait été émise par la Banque de Gascogne, la banque de Rodrigue. Attachée se trouvait une lettre non signée exposant les conditions. Si Xavier acceptait de vendre la propriété à la Vallée du Soleil pour la valeur marchande, 1 million d'euros, les documents le précisaient, la police d'assurance serait activée et entièrement payée. Si Xavier refusait, la police serait annulée et les primes versées seraient perdues. C'était un levier, pur et simple. Une tentative de soudoyer Xavier avec de l'argent d'assurance qui bénéficierait à ses enfants s'il se conformait, ou de le punir s'il refusait. Les mains d'Hélène tremblaient alors qu'elle prenait l'enregistreur vocal. Il était petit, numérique, du genre que l'on peut cacher dans une poche. Elle appuya sur « Play ». La voix de Xavier emplit la petite pièce, et elle dut se mordre la lèvre pour ne pas crier. Cela faisait si longtemps qu'elle ne l'avait pas entendu parler. Ici, Xavier Montero, enregistrement du 14 mars. Je laisse ceci pour Hélène, au cas où mes soupçons se vérifieraient. Une pause, le son de lui s'éclaircissant la gorge. Je sais comment cela sonne. Paranoïaque, peut-être délirant, mais je documente l'activité sur la propriété adjacente depuis 2 mois maintenant. Et j'ai enfin reconstitué le puzzle. Il exposa méthodiquement les choses, les études hydrologiques, les permis d'eau, la nécessité d'un accès à travers leur terrain. Rodrigue et son partenaire commercial avaient lourdement investi dans la Vallée du Soleil, pariant sur les droits d'eau dans une région touchée par la sécheresse. Mais sans accès à la propriété des Montero, ils ne pouvaient pas amener l'équipement sur les sites de forage. Les itinéraires alternatifs coûteraient des millions de plus et retarderaient le projet de plusieurs années. Ils m'ont mis la pression. La voix de Xavier continua, plus tendue maintenant. Subtile au début. Rodrigue m'a invité à boire un verre, à parler de la difficulté que cela devait être pour Hélène et moi de vieillir sur une si grande propriété. A mentionné qu'il avait des acheteurs intéressés par les terres agricoles, qu'il pourrait faciliter une vente en douceur. Quand j'ai refusé, la pression a augmenté. L'enregistrement se tut un instant, et Hélène entendit des sons en arrière-plan, des oiseaux qui pépiaient, le vent dans les arbres. Il était dehors quand il avait fait ça, probablement lors d'une de ses promenades matinales. Ils m'ont approché formellement il y a 2 semaines avec l'offre d'assurance. Rodrigue l'a présenté comme un cadeau, un moyen de s'assurer que mes enfants seraient pris en charge, mais les termes étaient clairs. Vendre la propriété ou perdre la police. J'ai refusé. Je lui ai dit que notre terre n'était pas à vendre, à aucun prix. Une autre pause. Quand Xavier parla de nouveau, sa voix était différente, effrayée. Hier, Antoine m'a confronté près de la clôture est. Il était en colère, ne prenant plus la peine de le cacher. A dit que j'étais têtue et à courte vue. A dit que j'empêchais le progrès et que je coûtais des millions à son père.
Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. Il a dit « Vous êtes un vieil homme, Xavier. Les vieillards ont des crises cardiaques. Ça arrive tout le temps. » Hélène arrêta l'enregistrement, la main sur la bouche. Antoine l'avait menacé, lui avait essentiellement dit qu'il mourrait s'il n'obtempérait pas. Et le lendemain, Xavier était mort d'une crise cardiaque. Elle se força à appuyer de nouveau sur play. Je documente tout maintenant. Chaque interaction, chaque menace, chaque élément de preuve que je peux rassembler. J'ai caché des copies chez Michel. Il sait qu'il doit vérifier si quelque chose m'arrive. Hélène, si tu écoutes ça, ça veut dire qu'ils l'ont fait. Ça veut dire qu'ils m'ont tué pour obtenir la propriété. Sa voix se brisa légèrement. Je suis désolée, mon amour. Je suis désolée d'avoir amené ce danger à notre porte. Mais tu dois connaître la vérité. Ne fais pas confiance à Lucie. Elle a travaillé avec Antoine. Elle ne réalise probablement même pas qu'elle est manipulée. Ne fais pas confiance à Rodrigue ou à quiconque associé à sa banque. Et sois prudente avec Mathieu. C'est mon fils et je l'aime, mais il est désespérément à court d'argent. Il pourrait essayer de l'utiliser contre toi. L'enregistrement se termina là, mais Hélène resta assise dans la pièce silencieuse pendant un long moment, les mots de Xavier résonnant dans son esprit. Ils ont tué mon mari. Ma fille était soit complice, soit manipulée. Et ils essayaient maintenant de me forcer à vendre en utilisant les mêmes tactiques, pression, menaces et cette offre obscène de 2 millions d'euros qui prenait soudain tout son sens. 2 millions, ce n'était pas de la générosité. C'était un investissement. Avec des droits d'eau valant potentiellement des dizaines de millions, lui payer 2 millions pour un accès était une bonne affaire. Hélène rassembla tous les documents, scella le coffre-fort et sortit de la banque avec les dossiers cachés dans son grand sac à main. Le soleil du matin semblait trop vif, la rue trop normale. Comment le monde pouvait-il paraître si ordinaire alors qu'elle venait de confirmer que son mari avait été assassiné? Elle était à mi-chemin de sa voiture quand elle le vit. Le jeune homme de la photographie de Xavier, celui qui se tenait avec Rodrigue dans les bois. Il était adossé à un camion de l'autre côté de la rue, observant l'entrée de la banque, l'observant elle. Leurs regards se croisèrent. Il se redressa, attrapant son téléphone. Hélène monta dans sa voiture, verrouilla les portes et sortit de la place de parking avec un calme délibéré, même si son cœur battait la chamade. Dans le rétroviseur, elle le vit toujours au téléphone, sa bouche bougeant rapidement, faisant son rapport à quelqu'un. Rodrigue, Antoine, il savait qu'elle avait trouvé les preuves de Xavier. Il viendrait la chercher ensuite. Le trajet de retour de Bordeaux fut un cauchemar. Hélène prit des virages au hasard, fit demi-tour et essaya toutes les astuces qu'elle avait vues dans les films pour déterminer si elle était suivie. Elle ne put repérer de filature, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'y en avait pas. Son esprit s'emballait avec tout ce qu'elle avait découvert. Les droits d'eau, la note menaçante, l'avertissement enregistré de Xavier sur leurs propres enfants. Elle avait besoin d'aide, mais à qui pouvait-elle faire confiance? Michel était loyal, mais il était photographe, pas enquêteur. La gendarmerie locale était inutile. Le maire jouait au golf avec Rodrigue tous les mercredis. Ses enfants. Le cœur d'Hélène se serra à cette pensée. Selon Xavier, aucun des deux ne pouvait être entièrement digne de confiance. Elle avait besoin de quelqu'un avec des ressources, quelqu'un hors de l'influence de Rodrigue. Hélène s'arrêta sur le parking d'un centre commercial et chercha sur son téléphone. Carmen Valois, journaliste, Le Grand Journal. Carmen avait écrit une série d'enquêtes primées sur les droits d'eau et la corruption d'entreprises en France. Si quelqu'un pouvait l'aider à naviguer sur ce terrain dangereux, ce serait une journaliste spécialisée dans ce genre d'histoire. Elle trouva l'email de Carmen et envoya un bref message. « J'ai des preuves d'acquisition illégale de droits d'eau en Gironde impliquant Rodrigue Dominguez.
président de la Banque de Gascogne. Mon mari a tout documenté avant sa mort suspecte il y a 3 mois. Je crois qu'il a été assassiné pour cette information. J'ai besoin d'aide. Hélène ajouta son numéro de téléphone, puis s'assit dans sa voiture, ne sachant que faire ensuite. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, pas avec les hommes de Rodrigue surveillant la propriété. Elle ne pouvait pas aller chez Lucie ou Mathieu. Elle n'avait aucun endroit sûr. Son téléphone sonna 10 minutes plus tard. Madame Montero, ici Carmen Valois. La voix était vive, professionnelle. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Je ne sais pas, admit Hélène. Je suis sur un parking à Libourne. Pouvez-vous venir à Paris aujourd'hui? Oui. Bien. J'ai un contact au bureau du journal à Bordeaux qui peut vous rencontrer d'abord. Il s'assurera que vous n'êtes pas suivi jusqu'à la capitale. Carmen lui donna une adresse et des instructions. Ne dites à personne où vous allez. N'utilisez pas de carte de crédit si possible. Je vous verrai dans quelques heures. 3 heures plus tard, Hélène était assise dans une salle de conférence de l'immeuble du Grand Journal, face à Carmen Valois, de l'autre côté d'une table parsemée des documents et photographies de Xavier. Carmen était plus jeune que ce à quoi Hélène s'était attendue, peut-être la quarantaine, avec des yeux vifs, derrière des lunettes élégantes et un air d'intensité concentrée. C'est significatif, dit Carmen en brandissant l'étude hydrologique, surtout avec l'aggravation de la sécheresse. Des sources d'eau souterraines comme celle-ci sont de l'or dans la France d'aujourd'hui. Elle étudia la photographie de Rodrigue et du jeune homme. Savez-vous qui est cette autre personne? Non, juste qu'il conduit le SUV enregistré au nom de la Vallée du Soleil. Carmen hocha la tête pensivement. Son nom est Gabriel Martinez. C'est l'homme de main de Rodrigue. Il fait le sale boulot auquel Rodrigue ne veut pas que son nom soit associé. Elle sortit son ordinateur portable et montra à Hélène une série d'articles. J'enquête sur Dominguez depuis plus d'1 an maintenant. Il a racheté des droits d'eau dans tout le sud-ouest, principalement par le biais de sociétés écrans, mais je n'ai pas pu prouver que c'était lui derrière les achats jusqu'à présent. Elle tapa sur le dossier contenant les preuves de Xavier. C'est la pièce manquante. Le lien direct entre Dominguez et ses sociétés écrans. Vous étiez déjà au courant pour lui? Demanda Hélène. Pour ses acquisitions d'eau? Oui. Pour le meurtre? Carmen secoua la tête sombrement. Ça, c'est nouveau, mais pas surprenant compte tenu de l'enjeu. Carmen ouvrit un autre fichier sur son ordinateur portable. L'eau en France ne concerne plus seulement la boisson ou l'irrigation. C'est une question de pouvoir. Contrôler l'eau, contrôler l'avenir. Ce que fait Dominguez, c'est créer un empire privé de l'eau juste sous le nez de tout le monde. Elle tourna l'écran vers Hélène, montrant une carte de la Gironde avec des sections colorées. Les zones bleues sont des propriétés où la Vallée du Soleil et d'autres entités liées à Dominguez ont obtenu des droits d'eau au cours des 18 derniers mois. Le rouge, c'est votre propriété, un petit rectangle rouge entouré de bleu. Vous êtes la pièce manquante de son puzzle. Sans accès à travers votre terrain, toute sa section nord est coupée de ses possessions au sud. Pourquoi ne pas simplement proposer d'acheter des droits d'eau? Pourquoi toute la propriété? Parce qu'il ne veut pas de témoins, dit Carmen sans détour. Si vous restez, vous verrez ce qu'il fait. Le forage, les pipelines. Il a besoin que vous partiez. Hélène étudia la carte. La réalité de sa situation devenait plus claire. Ce que vous décrivez est plus grand que ma simple ferme. Beaucoup plus grand. L'Agence de l'eau est sur le point de mettre en œuvre des restrictions sévères sur l'utilisation de l'eau dans toute la région. Mais ceux qui ont des droits d'eau privés seront exemptés. Les yeux de Carmen étaient intenses. Dominguez n'achète pas seulement des terres, il achète une immunité contre la sécheresse. Et celui qui contrôle l'eau en période de sécheresse contrôle tout.
termina Hélène. Exactement. Carmen fit un geste vers les documents de Xavier. Votre mari est tombé sur une prise de contrôle de l'eau valant des centaines de millions, peut-être des milliards à long terme. L'ampleur de la chose donna le vertige à Hélène. Elle avait pensé qu'il s'agissait d'un projet immobilier, peut-être un complexe hôtelier, mais il s'agissait de ressources fondamentales, de contrôle dans un avenir marqué par le changement climatique. Et pour cela, ils ont tué Xavier. Je crois que oui, dit Carmen doucement. La question est, que faisons-nous maintenant? Nous les exposons, dit Hélène, sa voix trouvant une nouvelle force. Nous utilisons tout ce que Xavier a collecté. Nous disons au monde ce que Rodrigue Dominguez fait vraiment. Carmen sourit, une expression vive et déterminée. C'est exactement ce que j'espérais que vous diriez. Elles passèrent des heures à élaborer une stratégie. Carmen compilerait toutes les preuves de Xavier avec ses recherches existantes, créant une enquête complète sur l'empire de l'eau de Dominguez et les circonstances suspectes de la mort de Xavier. Elle contacterait également le bureau du procureur de la République, qui disposait d'une unité spéciale dédiée aux violations des droits d'eau. « Vous ne devriez pas rentrer chez vous ce soir », dit Carmen alors que le bureau s'assombrissait autour d'elle. « Ils savent que vous avez accédé au coffre-fort. Ils surveilleront votre propriété. Je ne peux pas simplement abandonner ma maison. Pas abandonner. Se replier stratégiquement, juste pour quelques jours pendant que nous préparons tout. » Carmen lui offrit sa chambre d'amis. « Mon appartement n'est pas grand-chose, mais il est sécurisé et Dominguez n'a aucun moyen de nous relier. » Hélène accepta à contre-cœur. Elle appela Michel, lui disant qu'elle était en sécurité, mais qu'elle ne serait pas à la maison avant quelques jours. Elle lui demanda de vérifier la maison périodiquement, sans mentionner où elle était. Carmen s'arrangea pour que son consultant en sécurité installe des caméras autour de la propriété d'Hélène, ostensiblement une précaution pour une veuve âgée vivant seule, mais en réalité, pour documenter toute activité suspecte. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis de Carmen, Hélène dormit d'un sommeil agité. Elle rêva de Xavier marchant dans leur vignoble à l'aube, appareil photo à la main, tandis que des silhouettes sombres se déplaçaient parmi les vignes derrière lui. Son téléphone la réveilla à 7 heures du matin. Lucie appelait. Hélène laissa tomber sur la messagerie. Puis, Mathieu appela. Puis, Antoine. L'un après l'autre, les appels arrivèrent, jusqu'à ce qu'Hélène finisse par éteindre son téléphone. Il panique, observa Carmen autour d'un café. Bien, les gens déstabilisés font des erreurs. Elles passèrent la journée à compiler des preuves et à construire le récit de l'article de Carmen. Hélène fournit des détails sur sa relation avec la famille Dominguez, la chronologie des soupçons de Xavier, les tactiques de pression utilisées pour forcer la vente. Carmen confronta cela avec ses recherches sur les acquisitions d'eau de Dominguez, les projections de sécheresse et les restrictions d'eau imminentes. Le soir, Carmen avait une ébauche qui glaça le sang d'Hélène. Exposée dans une prose journalistique crue, la conspiration était à couper le souffle par son calcul et sa cruauté. « Nous publierons dans 3 jours, dit Carmen. Mon rédacteur en chef fait venir l'équipe juridique demain pour tout vérifier. Ils seront minutieux. Dominguez nous poursuivra dès que nous publierons. »« Est-ce que ce sera suffisant ?» demanda Hélène. « Pour obtenir justice pour Xavier ?» L'expression de Carmen était honnête. « Je ne sais pas. Les preuves circonstancielles sont solides, mais prouver un meurtre est différent de prouver une malversation d'entreprise. Ce que je sais, c'est que cette histoire détruira la réputation de Rodrigue Dominguez et déclenchera de multiples enquêtes. C'est un début. » Hélène hocha la tête. « Alors ça vaut le risque. » Le 2e jour, le téléphone prépayé d'Hélène sonna. Michel appelait de la boutique. « Hélène, je dois te dire quelque chose. Lucie, Mathieu et Antoine étaient chez toi hier. Ils sont entrés avec une clé. Ont-ils pris quelque chose ? Je ne pense pas.
Ils sont restés environ 1 heure, puis sont partis. Lucie pleurait. Mathieu avait l'air en colère. Antoine était au téléphone la plupart du temps. Hélène le remercia et raccrocha, le cœur lourd. Il cherchait les preuves de Xavier. La cherchait-elle? La trahison la blessa profondément. « Je dois les confronter », dit-elle à Carmen. « Avant que l'article ne sorte, je dois comprendre pourquoi mes propres enfants se sont rangés du côté des personnes qui ont tué leur père. »« C'est dangereux », avertit Carmen. « Ils pourraient tendre un piège. Ou ils pourraient être eux-mêmes des victimes. » Hélène se souvint de l'avertissement de Xavier. Lucie manipulée, Mathieu désespéré par l'argent. « Je dois savoir. » Après de longues discussions, elles élaborèrent un plan. Hélène rentrerait chez elle la veille de la publication. Carmen l'accompagnerait, enregistrant tout. Si c'était un piège, elles auraient des preuves. Si c'était une chance d'obtenir des réponses, Hélène comprendrait enfin comment sa famille s'était effondrée. Les caméras de sécurité montraient une activité accrue autour de la propriété. Le SUV noir faisant des passages réguliers. Le camion de Mathieu garé dans l'allée pendant des heures. La BMW argentée de Rodrigue apparaissant une fois, brièvement. « Il te cherche », dit Carmen. Et il commence à désespérer. La nuit précédant leur retour prévu à la ferme, le téléphone prépayé d'Hélène sonna de nouveau. Mathieu, cette fois depuis un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Maman, où es-tu ? On est mort d'inquiétude ?» Hélène garda sa voix stable. « Je suis en sécurité, Mathieu. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. »« En sécurité ? Tu as disparu sans rien dire à personne. Ton téléphone est éteint. La maison est vide. Qu'est-ce qu'on est censé penser ? Peut-être devrais-tu demander au père d'Antoine quoi penser, » dit froidement Hélène. Silence sur la ligne, puis plus bas. « De quoi tu parles ? » ?»« Je sais tout, Mathieu, à propos des droits d'eau, de la police d'assurance, de Xavier. » Plus de silence. Quand Mathieu parla de nouveau, sa voix avait changé. « Maman, tu ne comprends pas. C'est compliqué. Explique-moi alors. Explique-moi pourquoi tu aides les gens qui ont tué ton père. Ce n'est pas... » Il s'arrêta. « Où es-tu ? Nous devons parler en personne. Nous le ferons demain. Je serai à la maison à midi. Amène Lucie et Antoine si tu veux. Et Rodrigue aussi. Mettons tout sur la table. Maman, attends. » Hélène raccrocha, les mains tremblantes. Carmen la regarda avec inquiétude. « Tu es sûre de ça ? Les confronter tous en même temps. » « Je dois voir leur visage quand ils me mentent, » dit Hélène. « Je dois savoir si mes enfants sont des victimes ou des complices. » Le lendemain matin, elles se rendirent à la ferme dans la berline banale de Carmen. Hélène se sentit étrange en approchant de sa propre maison, comme si c'était un territoire ennemi, mais c'est ce qu'elle était devenue. Comme Carmen l'avait prédit, elles étaient attendues. 3 voitures étaient déjà garées dans l'allée. La Mercedes de Lucie, le camion de Mathieu et l'Audi d'Antoine. « Souviens-toi du plan, » dit doucement Carmen. « Je reste avec toi ? Tout est enregistré. Au premier signe de danger, nous partons immédiatement. » Hélène hocha la tête, se préparant mentalement pour la confrontation à venir. Elles montèrent ensemble les marches du porche. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. À l'intérieur, Hélène trouva sa famille réunie dans le salon, Lucie sur le canapé, les yeux rouges d'avoir pleuré. Mathieu près de la cheminée, l'expression sombre. Antoine debout près de la fenêtre, sa posture alerte, vigilante. « Mère », Lucie se leva rapidement. « Où étais-tu ? Nous étions fous d'inquiétude. »« J'en doute, » dit froidement Hélène en entrant dans la pièce avec Carmen à ses côtés. Les yeux d'Antoine se plissèrent en voyant la nouvelle venue. « Qui est-ce ? » Carmen Valois, du Grand Journal. Carmen se présenta,
ne faisant aucun effort pour cacher ses accréditations de presse ou l'enregistreur dans sa main. Je travaille sur un article sur l'acquisition de droits d'eau en Gironde. Madame Montero m'a aidé. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. La mâchoire d'Antoine se serra. Mathieu regarda entre sa mère et Carmen avec une alarme croissante. « Mère, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Lucie, sa voix tremblante. « Pourquoi parles-tu à la presse ?»« Parce que votre père a été assassiné, » dit simplement Hélène. « Et je veux que les responsables soient traduits en justice. »« Assassiné ?» s'exclama Mathieu. « Papa a eu une crise cardiaque. Les ambulanciers l'ont confirmé. »« Vraiment ?» Hélène sortit une copie de l'enregistrement vocal de Xavier. « Votre père a fait ça la veille de sa mort, après qu'Antoine l'a menacé. » Elle appuya sur « Play », remplissant la pièce de la voix de Xavier, décrivant la confrontation à la clôture, les mots inquiétants sur les vieillards qui ont des crises cardiaques. La couleur quitta le visage de Lucie. Elle se tourna vers son mari. « Antoine, de quoi parle-t-il » L'expression d'Antoine resta contrôlée, mais ses yeux cherchèrent les sorties. C'est absurde. Xavier était paranoïaque dans ces derniers mois. Demandez à n'importe qui. « Nous avons des preuves, » intervint Carmen. « Des documents prouvant que la vallée du Soleil est une façade pour le projet d'acquisition d'eau de Rodrigue Dominguez. Des photographies vous montrant, vous et votre père, vous rencontrant secrètement à la limite de la propriété, la police d'assurance utilisée comme levier. Je ne sais pas ce que vous pensez avoir, » dit froidement Antoine. « Mais les affaires de mon père sont entièrement légitimes. La Vallée du Soleil est une société de promotion immobilière normale. Il n'y a rien de sinistre à vouloir acheter une propriété dans une région en pleine croissance. »« Pour le double de sa valeur ?» contesta Hélène, en se dépêchant de conclure avant que l'agence de l'eau n'annonce de nouvelles restrictions. Le téléphone d'Antoine vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis à sa montre. Cette conversation est inutile. Clairement, Hélène est confuse et bouleversée. Le deuil peut faire des choses étranges à l'esprit d'une personne. « Je ne suis pas confuse, » dit fermement Hélène. « Je sais exactement ce qui se passe. Ce que je ne comprends pas, c'est comment mes propres enfants se sont impliqués. » Elle se tourna vers Lucie et Mathieu. « Lequel de vous veut expliquer pourquoi vous aidez les gens qui ont tué votre père ?» Lucie éclata en sanglots. « Mère, arrête ça! Personne n'a tué papa. Tu me fais peur avec tes histoires de complot. » « Alors explique pourquoi le père d'Antoine a offert 2 millions pour une propriété qui en vaut la moitié. Explique pourquoi vous êtes tous les deux devenus si inquiets que je vive seule après m'avoir à peine appelé pendant 3 mois. Explique pourquoi vous êtes entrés dans ma maison quand je n'étais pas là. » Mathieu s'avança, l'expression peinée. « Maman, tu ne comprends pas !»« Je comprends parfaitement, » l'interrompit Hélène. « Xavier m'a prévenu à votre sujet. Lucie, travaillant avec Antoine, ne réalisant probablement même pas qu'elle est manipulée, et toi, Mathieu, désespéré par l'argent, vulnérable à la pression. » Elle sortit un dernier document de son dossier, un contrat de prêt qu'elle avait trouvé dans le coffre-fort. 300 000 € de la Banque de Gascogne à Montero Construction, signé il y a 6 mois, remboursable sur demande. Elle regarda directement son fils. « Combien Rodrigue a-t-il proposé d'effacer si tu me convainquais de vendre ?» Le visage de Mathieu se décomposa. « Maman, je n'ai jamais voulu te faire de mal. L'entreprise coulait. Nous allions tout perdre. Rodrigue a dit qu'il pouvait aider, rendre les remboursements du prêt gérable. Puis, après la mort de papa, les conditions ont changé. » Sa voix se brisa. Il a dit que si je ne pouvais pas te convaincre de vendre, il exigerait le remboursement du prêt. Nous perdrions la maison, l'entreprise, tout. Lucie fixait son frère, choquée. « Mathieu, qu'est-ce que tu racontes ?»« Je dis que nous avons été manipulés, » dit amèrement Mathieu. « Nous tous. »
Ton beau-père n'est pas le patriarche bienveillant qu'il prétend être. Ça suffit, coupa brusquement Antoine. Ce drame familial est touchant, mais finalement sans pertinence. Hélène, tu as un choix simple. Accepter notre offre généreuse et profiter d'une retraite confortable, ou nous combattre et tout perdre. Les avocats de mon père préparent déjà des documents pour contester le testament de Xavier, affirmant que vous êtes mentalement inapte à gérer la succession. Sur quel motif ? Demanda Carmen, son enregistreur toujours en marche. Antoine sourit finement. Des délires paranoïaques sur des maris assassinés et des complots sur l'eau devraient me suffire, surtout avec des déclarations de ses 2 enfants sur son comportement de plus en plus erratique. Vous avez signé quelque chose ? Réalisa Hélène en regardant Lucie et Mathieu. Vous avez signé des déclarations affirmant que je suis mentalement inapte. Aucun des 2 ne put croiser son regard, confirmation suffisante. C'était pour ton propre bien, mère, murmura finalement Lucie. Tu n'as pas été toi-même depuis la mort de papa. L'isolement ici n'est pas sain. Hélène sentit la dernière parcelle de son cœur se fissurer. Ses propres enfants l'avaient trahie. L'un par désespoir financier, l'autre par loyauté mal placée envers son mari. Et derrière tout cela, tirant les ficelles, se trouvait Rodrigue Dominguez. « Dehors » dit-elle doucement. « Vous tous, sortez de ma maison. »« Mère, s'il te plaît » commença Lucie. Maintenant, la voix d'Hélène monta. « C'est ma maison. Vous violez ma propriété. Partez !» Antoine vérifia de nouveau sa montre. « Ce n'est pas fini, Hélène. Loin de là. Mon père sera très déçu d'apprendre à quel point vous êtes peu coopérative. »« Où est Rodrigue » demanda soudainement Carmen. « Je me serais attendue à ce qu'il soit là pour cette intervention familiale. » Un éclair d'agacement traversa le visage d'Antoine. « Mon père a des affaires plus importantes à régler. Des affaires à Paris aujourd'hui. La réunion du ministère de l'Environnement. » Carmen hocha la tête d'un air entendu. Essayer de retarder les nouvelles restrictions ou simplement s'assurer que les exemptions de la vallée du Soleil sont garanties. Les yeux d'Antoine se plissèrent. « Vous jouez à un jeu dangereux, Madame Valois. Les avocats du Grand Journal devraient se préparer pour le combat de leur vie. Ils le sont déjà, » répondit froidement Carmen. « L'article paraît demain matin, en première page, au-dessus de la ligne de flottaison. » Un muscle tressaillit dans la mâchoire d'Antoine. Il fit un signe à Lucie. « Nous partons maintenant. » Lucie regarda sa mère en larmes. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne détruis pas notre famille à cause de fantasmes paranoïaques. »« Je ne détruis pas notre famille, » dit tristement Hélène. « Vous l'avez déjà fait quand vous avez choisi Antoine plutôt que la mémoire de votre propre père. » Mathieu hésita alors que les autres se dirigeaient vers la porte. « Maman, je suis désolée. J'ai été faible. J'ai eu peur. Tu as été le fils de ton père un jour, » dit Hélène. « Souviens-toi de ça quand tu décideras qui être maintenant. » Après leur départ, Hélène s'effondra sur le canapé, émotionnellement épuisée. Carmen s'assit à côté d'elle, éteignant l'enregistreur. « Tu as bien fait, » dit-elle doucement. « Ça n'a pas dû être facile. » Hélène fixa la porte par laquelle ses enfants étaient repartis. Ils sont aussi des victimes, d'une certaine manière. Lucie croit vraiment que je fais une dépression. Et Mathieu ? Elle soupira lourdement. Xavier avait raison. Ils ont trouvé sa faiblesse et l'ont exploitée. Cet enregistrement sera puissant dans l'article, dit Carmen. Antoine a essentiellement tout avoué. La menace d'incompétence, la vente précipitée, le lien avec la réunion au ministère. Hélène hocha la tête distraitement, l'esprit ailleurs. Que se passera-t-il demain après la publication de votre article ? Le chaos, dit franchement Carmen. Dominguez niera tout, menacera de poursuite,
tentera de limiter les dégâts. Mais les preuves sont trop solides, le schéma trop clair. Le bureau du procureur examine déjà tout. Une fois l'article sorti, ils devront agir. Et ma famille ? L'expression de Carmen s'adoucit. C'est plus difficile à prévoir. Lucie finira peut-être par voir la vérité, surtout une fois qu'Antoine sera impliqué dans une enquête criminelle. Mathieu semble déjà regretter ses choix. Il pourrait y avoir un chemin vers la réconciliation avec le temps. Et Xavier, y aura-t-il justice pour lui ? Je le crois. Le médecin légiste peut ordonner des tests spécifiques pour certaines toxines maintenant que nous avons des raisons de soupçonner un acte criminel. Si Xavier a été empoisonné, il pourrait trouver des preuves, même des mois plus tard. Hélène regarda autour d'elle le salon de la maison qu'elle avait partagé avec Xavier pendant 40 ans. Les photographies sur la cheminée, les meubles usés qui contenaient des décennies de souvenirs, la vue sur le vignoble par les fenêtres. Son mari était mort en protégeant cet endroit, cet héritage. Et demain, le monde connaîtrait la vérité. Demain, tout change, dit-elle doucement. Oui, acquiesça Carmen. Êtes-vous prête ? Hélène pensa à Xavier, à sa documentation méticuleuse, à son courage face aux menaces, à son effort final pour la protéger, alors même qu'il réalisait le danger qu'il courait. Elle redressa les épaules. Je suis prête. Le matin de la publication de l'article de Carmen, Hélène se réveilla avant l'aube. Elle avait passé la nuit dans son propre lit, refusant d'être chassée de sa maison, malgré les inquiétudes de Carmen concernant sa sécurité. La journaliste avait accepté à contre-cœur, mais avait insisté pour rester dans la chambre d'amis, le système de sécurité armé et son rédacteur en chef informé de leur emplacement. Hélène prépara du café dans la cuisine, où elle et Xavier avaient partagé des milliers de matins. Par la fenêtre, elle pouvait voir le ciel oriental s'éclaircir, peignant le vignoble de nuances de rose, de pourpre et d'or. La terre semblait paisible, magnifique, impossible à concilier avec l'obscurité et la trahison qui s'y étaient déroulées. Son téléphone bipa avec un message de Carmen. C'est en ligne. Hélène ouvrit le lien pour trouver le visage de son mari la fixant depuis le site web du Grand Journal. Le titre disait « Les guerres de l'eau, comment le banquier Rodrigue Dominguez a bâti un empire secret de l'eau par le biais de sociétés écrans, d'intimidation et d'une mort suspecte. » Carmen la rejoignit à la table, ordinateur portable ouvert. C'est déjà en tendance. 3 autres médias l'ont repris. Le bureau du procureur a publié une déclaration annonçant l'ouverture d'une enquête immédiate. Hélène hocha la tête, étrangement calme. Après des jours de peur et d'incertitude, il y avait quelque chose de libérateur à avoir la vérité au grand jour. Quoi qu'il arrive maintenant, la découverte de Xavier ne resterait pas cachée. « Quelle est la réponse de Rodrigue ?» demanda-t-elle. Exactement ce à quoi nous nous attendions. Carmen tourna son ordinateur portable pour montrer une déclaration de la Banque de Gascogne. Allégation catégoriquement fausse, théorie du complot sans fondement, nous nous défendrons vigoureusement contre ces affirmations calomnieuses. Langage standard de gestion de crise. Le téléphone d'Hélène se mit à sonner. D'abord Mathieu, puis Lucie, puis des numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Les médias, probablement. Elle le mit en sourdine. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous attendons, » répondit Carmen. Les rouages de la justice tournent lentement, surtout contre quelqu'un avec les ressources de Rodrigue. Mais ils tournent. Elles n'eurent pas à attendre longtemps pour le premier développement. Vers 9 heures, un SUV noir entra dans l'allée, suivi de 2 berlines banalisées. Hélène se tendit, mais Carmen vérifia par la fenêtre et se détendit. « Gendarme de la section de recherche ?» dit-elle, reconnaissant un contact du bureau du procureur. « C'est bien, ils agissent rapidement. » Pendant les heures qui suivirent, Hélène répondit aux questions d'enquêteurs au visage sérieux qui photographièrent la propriété,
examinèrent la remise et documentèrent tout. Ils prirent sa déposition formelle sur les derniers jours de Xavier, la note menaçante, la pression pour vendre. Carmen fournit des copies de toutes les preuves qu'elles avaient compilées. Nous devrons examiner la dépouille de M. Montero, dit doucement un enquêteur de l'identification criminelle à Hélène. Étant donné les circonstances, nous devons vérifier la cause du décès. Je comprends, dit Hélène, sa voix stable. Faites tout ce qui est nécessaire pour trouver la vérité. Alors que les enquêteurs terminaient, le téléphone d'Hélène sonna de nouveau. Michel. Cette fois, elle répondit. Hélène, je dois te dire quelque chose. Sa voix était urgente. Quand Xavier a commencé à s'inquiéter de l'activité sur votre propriété, il m'a donné quelque chose à garder en lieu sûr. Je n'en ai pas parlé avant parce qu'il m'a fait promettre de le garder à moins que quelque chose ne lui arrive et que tu viennes chercher des réponses. Qu'est-ce que c'est, Michel? Un deuxième appareil photo. Un vieux Nikon avec un téléobjectif. Il le cachait à différents endroits autour du périmètre de la propriété, réglé pour prendre automatiquement des photos à intervalles. Activé par le mouvement. Le cœur d'Hélène s'emballa. Où est-il maintenant? Je l'ai à la boutique. J'ai tout développé. Hélène, il y a une série de photos du matin où Xavier est mort. Des clichés nets de ton gendre s'approchant de Xavier à la clôture, lui offrant un thermos. Il semble se disputer. Elle ferma les yeux. Antoine lui a apporté du café. Oui, et il y a plusieurs clichés de Gabriel Martinez observant depuis les arbres. J'enverrai un enquêteur le récupérer. Hélène dit « Cela pourrait être la preuve dont nous avons besoin. » Quand elle parla à Carmen du deuxième appareil photo, la journaliste ne fut pas surprise. Votre mari était méthodique. Il a créé des redondances, des sauvegardes. Il connaissait les risques qu'il prenait. Et ils l'ont quand même tué, dit amèrement Hélène. Mais ils ne s'en tireront pas, répondit Carmen. Plus maintenant. Le soir, l'histoire avait explosé dans les médias nationaux. Des camions satellites bordèrent la route près de la ferme, des journalistes espérant une déclaration de la veuve au centre du scandale de la conspiration de l'eau. Hélène resta à l'intérieur, regardant la couverture médiatique avec un sentiment d'irréalité. Carmen s'occupa de la presse, fournissant des déclarations limitées qui maintenaient l'accent sur la corruption d'entreprise plutôt que sur la tragédie personnelle. Le lendemain matin apporta un autre visiteur. Mathieu, seul, l'air hagard et honteux. « Je suis venu te dire quelque chose, » dit-il, quand Hélène le laissa entrer à contre-cœur. À propos de Gabriel Martinez, l'homme avec Rodrigue sur les photographies. Mathieu hocha la tête. Il travaille pour Antoine, depuis des années, fait tout le sale boulot qu'il ne veut pas associer à la famille. J'ai entendu Antoine parler de lui une fois, se vantant que Gabriel réglerait n'importe quel problème pour le bon prix. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que j'ai découvert qu'il surveillait papa. La voix de Mathieu se brisa, pendant des semaines avant sa mort, le suivant, faisant des rapports à Antoine. Je ne savais pas, maman. Je jure que je ne savais pas qu'il lui ferait du mal. Mais tu savais qu'il lui mettait la pression. Tu savais pour le prêt, pour la police d'assurance? Je savais pour le prêt. Il a sauvé mon entreprise. Je ne savais pas pour la police d'assurance avant, quand Lucie en a parlé. Il passa une main sur son visage. J'ai été un imbécile, un lâche. Après la mort de papa et que tu semblais si perdu, c'était facile de croire Antoine quand il disait que tu avais besoin de protection contre toi-même, que la ferme était trop pour toi. Hélène étudia le visage de son fils, les ombres sous ses yeux, les nouvelles rides de tension autour de sa bouche. « Es-tu ici parce que tu as peur d'être impliqué maintenant que l'histoire est publique? » Non. Mathieu croisa son regard directement pour la première fois. « Je suis ici parce que je ne peux plus vivre avec moi-même. J'ai déjà appelé le bureau du procureur. Je leur donne tout ce que je sais sur les affaires de Rodrigue avec moi, les tactiques de pression, tout.
même si cela signifie perdre ton entreprise, ta maison. Même. Un éclair de l'ancien Mathieu apparut dans ses yeux, le garçon intègre que Xavier avait élevé. Papa est mort en protégeant cette terre. Le ça. Moins que je puisse faire, c'est protéger sa mémoire, quel qu'en soit le coût. Hélène voulait le croire. Après tant de trahisons, la confiance venait difficilement. Mais elle reconnut un remords sincère quand elle le vit. « Et Lucie ?» demanda-t-elle. Elle est dévastée, confuse. Antoine l'a convaincue que tu fais une sorte de dépression, que l'article du grand journal est plein de mensonges, mais elle commence à se poser des questions, surtout depuis que les enquêteurs se sont présentés chez eux ce matin. Ils ont agi si vite. La question des droits d'eau est sur le radar du procureur depuis des mois. Vos preuves ont été le catalyseur dont ils avaient besoin. Mathieu hésita. Il y a autre chose. Le médecin légiste a ordonné l'exhumation du corps de papa pour des tests toxicologiques. Ça se passe demain. Hélène absorba cette nouvelle, se sentant à la fois justifiée et peinée. Bien. Il est temps que la vérité éclate. Après le départ de Mathieu, promettant de revenir avec toute nouvelle information, Hélène parcourut la maison silencieuse. Chaque pièce contenait des souvenirs. Lucie faisant ses premiers pas dans le couloir, Mathieu apprenant à lire à la table de la cuisine, Xavier l'embrassant sur le seuil, avant de partir pour ses promenades matinales. Cet endroit avait été le témoin de toute leur vie ensemble, et maintenant, il avait été témoin de sa mort. 3 jours plus tard, le rapport du médecin légiste confirma ce qu'Hélène savait dans son cœur. Xavier avait été empoisonné. Des traces d'oléandrine, une toxine dérivée de la plante commune du laurier rose, furent trouvées dans les échantillons de tissu. En dose suffisante, elle provoquait des symptômes presque identiques à une crise cardiaque. L'affaire fut officiellement classée comme un homicide. Le même jour, Gabriel Martinez fut arrêté alors qu'il tentait de fuir en Espagne. En quelques heures, face à de multiples accusations criminelles, il accepta de coopérer avec les autorités en échange d'une réduction de peine. Son témoignage impliqua directement Antoine dans le meurtre de Xavier, avec la connaissance et l'approbation de Rodrigue. L'État agit rapidement après cela. Des mandats d'arrêt furent émis contre Antoine et Rodrigue Dominguez pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude et de nombreuses violations environnementales liées au projet de droit d'eau. La justice, semblait-il, arrivait enfin pour Xavier. Mais pour Hélène, la victoire avait un goût amer. Son mari était toujours mort, sa famille toujours brisée. La vérité avait été révélée, mais la guérison restait insaisissable. Comme Carmen l'avait prédit, Rodrigue Dominguez ne se laissa pas faire sans combattre. Utilisant ses ressources considérables, il assembla une équipe d'avocats de haut vol qui déposèrent immédiatement des requêtes en annulation des charges, en suppression de preuves et contestèrent l'enquête à chaque étape. Antoine, suivant l'exemple de son père, clama son innocence à quiconque voulait bien l'entendre. Il prétendit que Gabriel Martinez avait agi de manière indépendante, qu'il ne lui avait jamais ordonné de faire du mal à Xavier, que la livraison de café ce matin fatal avait été une offrande de paix, pas une arme du crime. Lucie demanda le divorce le lendemain de l'arrestation d'Antoine. Elle emménagea dans un petit appartement en ville, incapable d'affronter ni la famille de son mari ni sa mère. Elle envoya à Hélène une lettre brève et douloureuse. « Je ne sais plus quoi croire. Si ce qu'ils disent est vrai, j'ai vécu avec un monstre. Si ce n'est pas vrai, j'ai tout perdu pour rien. Dans un cas comme dans l'autre, je ne supporte pas de te faire face en ce moment. Je suis désolée, mère. Pour tout. » Hélène lut la lettre plusieurs fois, ressentant la confusion et la douleur de sa fille. Lucie avait été manipulée, utilisée comme un pion dans le jeu de Rodrigue. Son mariage, sa confiance, sa relation avec sa famille.
tout sacrifié à la cupidité et à l'ambition des entreprises. Les procédures judiciaires s'éternisèrent tout l'été et jusqu'à l'automne. Audience préliminaire, requête, contre-requête. L'équipe juridique des Dominguez tenta de dépeindre Hélène comme mentalement instable, accablée par le chagrin au point de la paranoïa. Ils contestèrent les conclusions du médecin légiste, suggérant que l'oléandrine aurait pu provenir de la consommation accidentelle de laurier rose de la propriété par Xavier. Ce qu'ils ne purent expliquer, c'était le deuxième appareil photo. Les photographies montraient clairement Antoine tendant un thermos à Xavier, leur langage corporel conflictuel. Les images suivantes montraient Xavier en buvant, puis Antoine s'éloignant tandis que Xavier restait près de la clôture. Les derniers clichés capturaient Xavier se serrant la poitrine, tombant au sol tandis que Gabriel Martinez observait depuis la lisière des arbres, ne faisant aucun geste pour l'aider. Les preuves étaient accablantes, mais l'affaire avançait avec une lenteur exaspérante. Rodrigue utilisa toutes ses relations, fit appel à toutes les faveurs, tenta d'influencer le processus à tous les niveaux. Quand l'obstruction directe échoua, il essaya l'intimidation, des menaces subtiles contre les témoins, des pressions sur les politiciens liés à l'affaire, une campagne de dénigrement contre Hélène dans la communauté locale. Certains voisins crurent que les allégations contre le banquier respecté étaient exagérées ou politiquement motivées. D'autres, voyant les preuves s'accumuler, prirent leur distance avec la controverse. Hélène se retrouva de plus en plus isolée, la ferme devenant à la fois sanctuaire et prison. À travers tout cela, Carmen resta une alliée fidèle. La journaliste continua d'enquêter, publiant des articles de suivi qui maintenaient l'affaire sous les feux de l'actualité quand Rodrigue essayait de l'enterrer avec des retards de procédure. Son reportage s'étendit au-delà de la Gironde, révélant des schémas d'acquisition d'eau similaires par des entités contrôlées par Dominguez dans tout le pays. Mathieu, fidèle à sa parole, coopéra pleinement avec les enquêteurs. Il fournit des détails sur la pression financière que Rodrigue avait appliquée, les menaces voilées, la manipulation de son désespoir. Son entreprise de construction en souffrit. Les clients liés à la Banque de Gascogne annulèrent des contrats, les fournisseurs devinrent soudainement indisponibles. Mais il persista, déterminé à réparer sa faiblesse antérieure. Michel aussi soutint Hélène. Il témoigna des préoccupations croissantes de Xavier dans les mois précédant sa mort, des appareils photos et des preuves que Xavier lui avait confiées. Sa petite boutique de photographie fut vandalisée 2 fois après que son témoignage fut rendu public, mais il refusa de se taire. En octobre, 6 mois après l'article initial de Carmen, l'affaire prit une tournure inattendue. Gabriel Martinez, face à la perspective de décennies de prison, offrit des aveux complets en échange d'une peine réduite. Il détailla tout le complot. Comment Rodrigue avait identifié les ressources en eau sous la propriété adjacente. Comment ils avaient découvert la surveillance de Xavier. Comment Antoine avait décidé que l'élimination était plus efficace qu'une négociation continue. Antoine a fourni l'oléandrine, témoigna Gabriel. A dit que c'était intraçable, que ça ressemblerait à des causes naturelles. Il l'a mélangé dans le café. M'a dit de surveiller depuis les arbres pour m'assurer que ça marche. A dit que le vieil homme était têtu, qu'il fallait l'écarter pour le bien de tous. Avec le témoignage de Gabriel et les preuves photographiques, le dossier de l'accusation se renforça considérablement. En novembre, les avocats d'Antoine approchèrent le procureur de la République pour un accord de plaidoyer. L'offre, 20 ans en échange d'un témoignage contre son père. Le procureur présenta l'offre à Hélène. Nous pensons que le témoignage d'Antoine garantirait pratiquement la condamnation de Rodrigue sur tous les chefs d'accusation. Sans lui, il y a toujours une chance, aussi petite soit-elle, que Rodrigue échappe aux charges les plus graves. Hélène réfléchit attentivement. 20 ans semblaient insuffisants pour l'homme qui avait empoisonné son mari. Mais assurer la condamnation de Rodrigue était primordial.
L'orchestrateur devait faire face à la justice aussi sûrement que les instruments. J'accepterai l'accord de plaidoyer à une condition, dit-elle finalement. Antoine doit admettre publiquement ce qu'il a fait, pas seulement au tribunal, mais aux médias. Pas de manipulation, pas d'excuses, des aveux complets. Le procureur hocha la tête. Je transmettrai vos conditions. 3 jours plus tard, Antoine Dominguez comparut au tribunal pour plaider coupable. D'une voix plate et sans émotion, il admit avoir empoisonné Xavier Montero avec du café contenant de l'oléandrine, agissant de concert avec son père pour acquérir la propriété Montero pour leur projet de droit d'eau. À l'extérieur du palais de justice, il lut une déclaration préparée. J'assume l'entière responsabilité de mes actes dans la mort de Xavier Montero. J'étais motivé par la cupidité et l'ambition. Aucune justification ne peut excuser ce que j'ai fait. Je suis profondément désolé pour la douleur que j'ai causée à la famille Montero. En regardant la diffusion, Hélène ne trouva aucune satisfaction dans ces mots. Il semblait répéter, stratégique, une autre manœuvre juridique plutôt qu'un remords sincère. Mais ils étaient maintenant enregistrés. Le monde savait ce qu'il avait fait. La coopération d'Antoine étant assurée, l'accusation s'attaqua agressivement à Rodrigue. De nouvelles preuves émergèrent quotidiennement. Des courriels, des registres financiers, des déclarations de témoins, tout pointant vers son rôle central, à la fois dans le projet sur l'eau et dans la mort de Xavier. L'image soigneusement construite de Rodrigue en tant que pilier de la communauté s'effondra. D'anciens alliés prirent leur distance. Le conseil d'administration de la Banque de Gascogne demanda sa démission. De vieux partenaires commerciaux développèrent soudainement une amnésie concernant leurs transactions avec lui. En décembre, face à des preuves accablantes et à la défection d'alliés clés, Rodrigue tenta de fuir le pays. Les forces de l'ordre l'interceptèrent sur un aérodrome privé alors qu'il montait à bord d'un jet affrété à destination d'un pays sans traité d'extradition. La tentative de fuite fut le dernier clou dans son cercueil juridique. Une semaine avant Noël, Rodrigue Dominguez, ancien dirigeant de banque, leader respecté de la communauté, baron secret de l'eau, fut conduit au tribunal menotté. L'homme qui avait autrefois dominé les cercles sociaux de la région semblait maintenant diminuer. Son costume de créateur remplacé par une tenue de prisonnier. Son sourire confiant par un masque sinistre. Hélène observait depuis la galerie. Carmen à ses côtés, alors que Rodrigue était formellement accusé de complot en vue de commettre un meurtre, de fraude, de racket, de violation environnementale et d'une foule d'autres crimes. Ses avocats plaidèrent non coupables de toutes les accusations, mais les preuves étaient écrasantes. Le procès fut fixé pour mars. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes assaillirent Hélène, criant des questions. Carmen la guida à travers la foule jusqu'à une voiture qui attendait. « Ça arrive vraiment ?» dit doucement Hélène alors qu'il s'éloignait. Après tous ces mois, Xavier obtient justice. « Oui » acquiesça Carmen. « Mais trouvez-vous la paix ?» Hélène regarda le paysage hivernal, les vignes nues s'étendant en rangées ordonnées sur les collines. Je ne sais pas si la paix est possible, mais la vérité, la responsabilité, ça compte aussi. À l'approche des fêtes, Hélène se mit à redouter la maison vide, l'absence de tradition familiale. Pendant 43 ans, elle et Xavier avaient organisé le dîner de Noël pour leurs enfants, décorant la vieille ferme avec des lumières et de la verdure, la remplissant de musique et de rires. Cette année, il n'y aurait que le silence. Une semaine avant Noël, elle reçut un appel inattendu de Lucie. « Mère, la voix de sa fille était hésitante, incertaine. Je me demandais si nous pouvions parler en personne. » Elles se rencontrèrent dans un petit café en ville, en terrain neutre. Lucie semblait plus mince que dans le souvenir d'Hélène. Des ombres sous les yeux,
son apparence habituellement soignée légèrement effilochée sur les bords. « Je vois un thérapeute », dit Lucie après qu'elles aient commandé du café. « J'essaie de comprendre comment j'ai pu être si aveugle, si facilement manipulée. » « Antoine était doué pour la tromperie », répondit Hélène avec précaution. « Il a trompé beaucoup de gens. » Lucie secoua la tête. « Mais j'étais sa femme. J'ai vécu avec lui pendant 6 ans. J'aurais dû voir quelque chose, remarquer quelque chose. » Elle tordit son annulaire nu, l'habitude demeurant, bien que l'alliance ait disparu. « Savais-tu qu'il m'a approché en premier, avant même que nous nous rencontrions officiellement, à cette vente aux enchères de charité pour l'hôpital ? » Je ne savais pas ça. Tout était planifié. Rodrigue a identifié votre ferme il y a des années, lorsque la première étude sur l'eau a montré ce qu'il y avait en dessous. Ils avaient besoin d'un accès et ils ont décidé que le chemin le plus facile passait par une connexion familiale. La voix de Lucie se brisa. Tout notre mariage était une stratégie commerciale. La cruauté de la chose coupa le souffle à Hélène. 6 ans de la vie de sa fille manipulée depuis le tout début. « Je suis désolée, » dit-elle en tendant la main sur la table pour prendre celle de Lucie. « Tellement désolée qu'il t'ait fait ça. »« C'est moi qui devrais m'excuser, » murmura Lucie. « Je l'ai choisi plutôt que toi. J'ai douté de ta santé mentale. J'ai signé ces horribles documents. »« Mère, comment puis-je vivre avec ça ? » ?»« Tu vis avec de la même manière que je vis avec la perte de Xavier, » dit doucement Hélène. « Un jour à la fois, et tu apprends à te pardonner finalement. Peux-tu me pardonner ? » Les yeux de Lucie étaient pleins de larmes. Hélène pensa à l'avertissement de Xavier concernant Lucie. Elle ne réalise probablement même pas qu'elle est manipulée. Il avait compris ce qu'Hélène ne commençait que maintenant à voir. Leur fille avait été autant une victime qu'eux. « J'essaie, » répondit-elle honnêtement. « Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais tu es ma fille, Lucie. Nous retrouverons notre chemin l'une vers l'autre. » Elles se séparèrent avec une étreinte timide, le premier contact physique depuis avant la confrontation à la ferme. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore, mais c'était un début. 2 jours plus tard, Hélène reçut un autre visiteur surprise. Michel, portant un grand paquet emballé dans du papier kraft. « Je gardais ça pour le bon moment, » dit-il en le posant sur sa table de cuisine. « Avec l'affaire qui avance et les fêtes qui approchent, il m'a semblé que c'était le moment. » Hélène le déballa pour trouver un magnifique album relié en cuir. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photographies, tout le travail artistique de Xavier de cette dernière année. Pas les photos de surveillance, mais celles capturant la beauté de leur terre. La lumière du matin sur les vignes couvertes de rosée. La texture de l'écorce de chêne centenaire. Les ombres jouant sur le porche de la ferme. « Il m'a apporté ça pour que je le développe séparément des preuves, » expliqua Michel. « Il a dit que peu importe ce qui arriverait avec l'enquête, il voulait que tu aies sa vision de cet endroit. » Hélène tourna lentement les pages, voyant sa maison à travers les yeux de Xavier. Le bois usé de la grange n'était pas de la décrépitude. C'était du caractère, de l'histoire, de la résilience. La vieille clôture n'était pas seulement une limite de propriété. C'était un témoignage des générations qui avaient travaillé cette terre. « C'est ainsi qu'il voyait notre monde, » murmura-t-elle. Beau, même pendant qu'il documentait l'obscurité. C'était Xavier. Michel sourit tristement, toujours capable de voir à la fois la beauté et la vérité. L'album devint la possession la plus précieuse d'Hélène. Elle passa le réveillon de Noël à le feuilleter, se souvenant de l'homme qui avait capturé ces images, qui avait aimé cette terre au point de mourir en la protégeant. Le jour de Noël, rompant avec son isolement,
elle accepta l'invitation de Mathieu à dîner. Ce fut un rassemblement petit et sobre. Mathieu, sa femme Sophie, leur fils adolescent Diego, et Hélène. La conversation fut prudente, évitant les sujets douloureux, mais sincère dans sa tentative de connexion. Après le dîner, Mathieu raccompagna Hélène à sa voiture. « Je sais que ça ne répare rien, » dit-il doucement. « Je sais que je vous ai trahis, toi et papa, mais j'essaie de réparer les choses. »« Je sais que tu essaies, » répondit Hélène. « Ton père serait fier de la façon dont tu as tenu tête à Rodrigue depuis que la vérité a éclaté, de la façon dont tu as fait passer les principes avant le profit. Même si ça m'a coûté l'entreprise. Certains prix valent la peine d'être payés pour l'intégrité, dit Hélène. Xavier nous a appris cela. » Alors que l'hiver se transformait en printemps, Hélène se retrouva à renouer lentement avec ses 2 enfants, n'oubliant ni n'excusant leur trahison, mais essayant de la comprendre, de la dépasser. Lucie commença à visiter la ferme, timidement au début, puis avec une régularité croissante. Mathieu venait le week-end, aidant à l'entretien et aux réparations qu'il avait autrefois négligées. Ils construisaient quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qu'ils avaient perdu. Pas la même famille qu'ils avaient été auparavant. Celle-là était partie pour toujours. Mais peut-être, finalement, quelque chose d'entier à sa manière. En mars, alors que les vignobles montraient les premiers bourgeons verts de la nouvelle croissance, Rodrigue Dominguez fut jugé pour meurtre, fraude et complot. Le procès domina l'actualité locale, attirant l'attention nationale sur l'intersection des droits d'eau, du changement climatique et de la criminalité d'entreprise. Hélène témoigna des découvertes de Xavier, de la pression pour vendre, des menaces qui suivirent. Elle parla clairement, calmement, sa dignité étant une réprimande aux tentatives de la défense de la dépeindre comme confuse ou vindicative. Antoine, respectant son accord de plaidoyer, fournit un témoignage dévastateur contre son père. Il détailla le plan de longue date de Rodrigue pour contrôler les ressources en eau régionale, les sociétés écrans, les violations environnementales et finalement la décision que Xavier Montero devait être éliminé. Après 3 semaines de témoignages, le jury délibéra pendant seulement 6 heures avant de rendre un verdict coupable sur tous les chefs d'accusation. Alors que le juge lisait le verdict, Hélène regarda le visage de Rodrigue. L'homme puissant qui avait orchestré le meurtre de son mari, qui avait manipulé ses enfants, qui avait menacé sa maison, était maintenant assis, vaincu. Son empire s'effondrait, son héritage était détruit, sa liberté confisquée. Cela aurait dû être une victoire. Au lieu de cela, Hélène ne ressentit qu'une profonde lassitude. La justice avait été rendue, mais à un coût terrible. Rien ne ramènerait Xavier. Rien ne restaurerait la confiance innocente que sa famille avait autrefois partagée. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes assaillirent de nouveau Hélène, les flashs des appareils photo crépitants. Les questions criaient. Elle fit une brève déclaration remerciant les procureurs, Carmen et tous ceux qui l'avaient soutenue dans sa quête de vérité. Alors que la foule se dispersait, Carmen lui toucha le bras. « Que ferez-vous maintenant, le procès terminé ?» Hélène regarda vers les collines lointaines où se trouvait sa ferme. « Là-bas, » dit-elle simplement. « M'occuper des vignes, regarder les saisons changer, me souvenir. » 1 an après la mort de Xavier, Hélène se tenait près de la clôture est, là où il avait pris sa dernière photographie. Des fleurs printanières couvraient le sol, un petit jardin commémoratif qu'elle avait planté à l'endroit où il était tombé. Des fleurs jaunes et violettes hochaient la tête, dans la brise légère, transformant un lieu de tragédie en un lieu de beauté. Elle tenait son vieux Leica, l'appareil photo
qui avait documenté à la fois la conspiration et la grâce. Regardant à travers le viseur, elle cadra le vignoble comme il l'aurait fait, capturant la précision géométrique des rangées, le jeu de lumière et d'ombre sur la terre qu'ils avaient aimée ensemble. Hélène avait survécu au meurtre, à la trahison, aux batailles juridiques. Elle en était sortie changée, certainement, meurtrie, sans aucun doute, mais invaincue. Elle était Hélène Montero, 65 ans, gardienne de cette terre, gardienne de la vérité, survivante de la conspiration et du chagrin, plus forte que Rodrigue ne l'avait imaginé, plus forte qu'elle ne s'était imaginée elle-même. Et elle resterait ici, sur cette ferme, pour les années qui lui restaient à vivre. Non pas comme une victime, non pas comme quelqu'un qui avait tout perdu, mais comme quelqu'un qui s'était battu pour ce qui comptait et qui avait gagné. La ferme continuerait. Elle continuerait. Changée, mais durable, comme la terre elle-même.